Bienvenue dans cette deuxième édition du SADI Inspi. Donc, re-bienvenue pour ceux qui ont pu participer à la première édition il y a quelques semaines et bienvenue à tous les autres. Donc, Fabien, on va m'appeler cet après-midi Fabien H du réseau des OT Hauts-de-France. Je serai accompagné de Fabien R du réseau Mona, donc des OT de Nouvelle-Aquitaine. Et on vous propose de co-animer ce web séminaire cet après-midi. On va être très rapide dans l'introduction. SADI Inspi, du coup, on est vraiment sur l'idée de 90 minutes de témoignages, d'échanges avec des gens qui ont pu expérimenter des choses autour de leur stratégie d'accueil, des choses qui ont pu être accélérées, transformées ou même complètement revues dans le cadre de la crise Covid, hein, on va l'appeler comme ça. Et donc des gens qu'on avait envie de faire témoigner, pour illustrer vraiment des choses concrètes mises en place sur leur territoire. SADI Inspi, c'est quatre réseaux d'offices de tourisme, donc le réseau des OT Normandie, le réseau de la Mona, le réseau de la Mascotte Bourgogne-Franche-Comté et le réseau des Hauts-de-France. Voilà, on se réunit assez régulièrement entre nous, on échange beaucoup sur toutes ces notions de SADI, de stratégie d'accueil. Et comme je le disais juste avant, est apparu, grâce entre guillemets à la crise Covid, plein de nouvelles dynamiques qui nous semblaient intéressantes de partager sur les territoires. Voilà comment est née un peu cette idée de SADI Inspi, donc partenariat avec ADN, où on s'est dit rapidement, il faut l'ouvrir à l'échelon national. Ça nous semblait intéressant de partager ça avec un maximum de monde. Du coup, je regarde, là, on est un peu plus de 100 personnes, on est presque 200 personnes inscrites, donc on verra si on est rejoint en cours de route. Et en tout cas, on va vraiment partir sur 90 minutes d'échange et de témoignages. Alors, pour ceux qui avaient pu participer à la première édition, on vous propose un format un tout petit peu différent. On va en fait partir sur donc nos 4 témoins qui vous seront présentés juste après, qui auront l'occasion en 10 minutes de présenter un projet très concret, un projet très précis autour de leur stratégie d'accueil, animé par Fabien et moi-même autour de quelques questions. Et on enchaînera après, juste après chaque témoignage, par 10 minutes de questions-réponses avec vous. Alors, au vu du nombre et de la configuration, on ne pourra pas le faire de manière directe en face à face au niveau des questions-réponses. Du coup, on vous proposera de passer par le chat pour poser toutes vos questions, vos interrogations. Et on a des animateurs que je vais vous présenter là tout de suite qui vont nous faire un petit coucou. Des animateurs du chat et des réseaux sociaux qui pourront reprendre ces questions et les poser tout simplement à nos témoins. Donc, chaque témoin aura en gros 20 minutes pour balayer son projet et son action un peu phare qu'on a décidé de mettre en avant cet après-midi. Je propose à nos co-animateurs de faire un petit coucou rapide. Alors, on a Kerian du côté de la Bourgogne. Bonjour. On a Elisabeth en Hauts-de-France. Bonjour. On a Nicolas pour la Normandie. Salut tout le monde. Et on a du coup Amélie pour la Nouvelle-Aquitaine. Bonjour. Et je pense que j'ai été très rapide, mais que j'ai fait le tour de cette petite intro. On va revenir sur tout ça par la suite. Et du coup, je donne la parole tout de suite à mon acolyte Fabien R, qui va nous présenter les 4 témoins de l'après-midi. Merci Fabien H. Ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode. Je vais vous présenter nos 6 témoins représentant donc 4 offices de tourisme qui vont donc intervenir aujourd'hui. Pour la région Bourgogne-Franche-Comté, nous avons l'office de tourisme de Dijon Métropole, en la personne d'Isabelle Thomas, qui est responsable du pôle accueil, boutique et billetterie, qui sera également accompagnée de Stéphane Pochard, chargé des systèmes d'information. Ils nous parleront notamment d'un module Internet de séjour qu'ils ont mis en place au sein de la métropole. Ensuite, nous allons partir en Normandie, saluer l'office de tourisme de Seine-Eure et en la personne de Frédéric Marchais, qui est le directeur de l'office de tourisme, et Sébastien Flotte, reporter de territoire à l'office de tourisme, et là qui vont nous partager plus précisément en fait des podcasts sur le territoire. Pas grave. Alors, excusez-moi. Tu peux remettre en main quelques participants éventuellement pour que ça soit le plus fluide possible. Frédéric et Sébastien de l'Office de tourisme Seine-Eure, merci de votre présence à nos côtés, qui nous parleront de podcast. Ensuite, en Hauts-de-France, nous avons Maxime Berton de l'agence d'attractivité Opalenco, qui est responsable du pôle tourisme, accueil et observatoire et qui va lui nous partager plus en détail justement la mission événementielle et notamment qui reviendra sur cette notion de micro-événement mis en place sur le territoire. Merci Maxime de ta part.
Et enfin, donc l'Office de tourisme de Conflans-Canigo, donc en région Occitanie. Donc je salue d'ailleurs nos amis du CRT Occitanie avec qui nous avons convenu de mettre en lumière aussi les bonnes initiatives voisines. Et donc, voilà, pour nous, Mona, au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, c'était important aussi qu'on élargisse un petit peu le cercle et profiter justement de l'intervention de cet office de tourisme au travers donc, de Nadine Romieux, que je remercie, qui est la directrice de l'office de tourisme et avec un territoire finalement avec une riche actualité en ce moment puisque Jean Castex, le président de la communauté de communes du Conflans, est devenu donc Premier ministre il y a très peu de temps. Donc voilà, donc j'imagine l'activité doit être bien bouillonnante sur le territoire. En tout cas, voilà, le SADI Inspi, c'est ça, c'est au plus près de l'actualité. Voilà, et donc Nadine reviendra sur cette notion de chat en ligne qu'ils ont mis en place et aussi des rendez-vous visio, voilà, et avoir finalement une analyse de sa part de ce qu'ils ont pu. Et puis sans plus attendre, comme le veut la tradition, pour pouvoir justement démarrer dans l'un des territoires, plutôt que de fixer arbitrairement qui prend la parole en premier, voilà, on poursuit l'idée de vous proposer un toast façon Burger Quiz, et sachant que la première question donc s'appuie sur notamment des coups de cœur gastronomiques que nos témoins nous ont partagés. Et on a essayé d'évaluer le nombre de calories que tout ça pouvait représenter. Donc, je ne vais pas vous faire la lecture de ces bons petits plats parce que même si on sort tous de table, j'ai l'impression que vous seriez prêts à reprendre un petit peu à revenir à table justement. Mais voilà, on s'est amusé à estimer le nombre de calories. Et donc, en gros, si on additionne tous ces plats, toutes ces petites recettes qu'ils nous ont partagées, on obtient un total de 1222 calories. Et donc, je vais demander à chacun de nos témoins de nous dire quel nombre de kilomètres faudrait-il parcourir à pied pour réussir à éliminer l'ensemble de ces calories. Donc, je vais commencer par Isabelle et Stéphane, si vous avez justement une réponse à nous partager. Nous, on dirait 60 km. 60 km du côté de la Bourgogne-Franche-Comté, ça marche. Frédéric et Sébastien, est-ce que vous avez une petite idée? Le micro d'abord. Ah oui, ça permet de faire le test aussi sur l'ouverture du micro. On n'a pas votre micro là pour l'instant, Frédéric. Ça marchait très bien tout à l'heure. Alors, je vais peut-être… On dit 30. Ah, c'est parti. c'est peut-être le plan de concertation en fait. 30 km. Ouais. Maxime pour les Hauts-de-France? Je dirais 10 parce qu'on marche vite chez nous. Et Nadine? Moi, je dirais 30 aussi. Ah, on n'a pas le droit de donner la Ah, on même. n'a pas le droit? 35. Allez. 35. Et donc, la réponse était donc 19 km, quasiment 20 km à parcourir. Donc, ce que je vous propose, sans plus attendre, c'est qu'on parte donc en Normandie, puisque c'est… Ah mais non, c'est pas la Normandie, pardon, ça va être les Hauts-de-France, puisque Maxime nous a dit que c'était 10 km. Voilà, écoute, Fabien H, je te laisse poursuivre et lancer justement l'interview de Maxime. Eh ben, c'est parti, du coup, les Hauts-de-France parlent aux Hauts-de-France, c'est parfait. Bonjour Maxime, encore une fois, merci d'être à nos côtés aujourd'hui. Du coup, là, la première chose que je vais te demander, c'est de présenter d'une manière vraiment très rapide. Alors, on va être avec Fabien très, très à cheval sur le chronomètre. Hein. On devrait vraiment rester sur nos 90 minutes qui sont le format qu'on vous a proposé. Je vais d'abord te poser une première question. Est-ce qu'en 2 minutes, tu peux nous pitcher un peu ton territoire et surtout l'accueil sur ton territoire? Qu'est-ce que ça représente en termes de flux, la taille de l'office, et puis surtout, chez toi, la stratégie d'accueil très liée aux grands événements. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler de manière très rapide, histoire de cadrer un petit peu le territoire dans lequel on va avec toi? Oui, bien sûr. Donc nous, en fait, la compétence tourisme sur le territoire est assurée de manière un peu particulière, dans le sens où c'est une agence d'attractivité qui est un OT2I, OT intercommunal et intercommunautaire, donc sur 2com, 95 communes, et puis à peu près 45 ETP sur 7 OTBIT, dont une station classée, le Touquet.
hein, qui a donné l'exercice de la compétence tourisme à l'agence d'attractivité. En termes d'accueil, il y a 2 offices majeurs qui sont Montreuil et le Touquet, qui font vraiment la colonne vertébrale de l'activité touristique de l'agence. Et puis les petits BIT qui sont surtout des stations balnéaires ou des stations qui n'ont pas la mer, mais qui ont gros hébergements de camping en fait. On travaille également aussi avec un office de l'arrière-pays où là c'est plutôt rando, découverte de producteurs locaux, etc. Donc beaucoup plus campagne, tourisme rural. En termes d'accueil, donc la crise du Covid forcément nous a obligés à fermer tous les points d'accueil. On a fait une réouverture progressive dès le 11 mai en fait avec la station du Touquet. Et puis ensuite, on a ouvert progressivement l'ensemble des BIT en faisant des plannings tournants pour en fait remettre le pied à l'étrier à tous les conseillers en séjour qui étaient en chômage partiel pour y aller un peu progressivement parce que bon, il y avait toujours un petit peu d'anxiété, d'inquiétude quoi face au Covid. Bien sûr, on est encore avec les gestes barrières, masques, pas de doc à dispo, 1 ou 2 personnes ou un groupe par groupe dans les espaces d'accueil. Les boutiques, on sert les gens ne se servent pas dans les boutiques, c'est un petit peu lourd. Forcément, grosse perte d'exploitation. Enfin bon, je vous passe les détails, on est tous dans le même cas. Au niveau fréquentation, c'est pas encore ça, même si depuis une dizaine de jours, ça commence à évoluer positivement. On a même déjà des contacts pour des groupes, donc bon, on en reparlera tout à l'heure. On ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, mais on avance là-dessus. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi là-dessus? Donc oui, en fait, la grande particularité de notre stratégie d'accueil, c'est que nous, la fréquentation, là je vous parle vraiment de Montreuil, parce que je suis ex-directeur de l'Office de tourisme de Montreuil. Nous, c'est très basé sur l'attractivité événementielle, en fait. On a des gros événements, donc fête de la gastronomie, on a une brocante, une des plus grandes brocantes des Hauts-de-France, on a un spectacle sur lumière qui fait 10 000 personnes sur 8 soirs, on a un festival de théâtre dans le goût français qui s'appelle Les Mains à Plaisir. Et en fait, ces 4 gros événements rythmaient en fait la saison estivale et faisaient l'attractivité du territoire. Au-delà de la physionomie urbaine d'une ville fortifiée comme Montreuil, avec des ceinturées de remparts, une dualité ville haute, ville basse, une citadelle qui est visitable, des monuments historiques, des petites rues pavées, enfin c'est très mignon. Et puis à côté du patrimoine bâti, on a un patrimoine culinaire important avec une renommée sur notre gastronomie, notamment sur les restaurants. On a toutes les typicités de restaurants différents, du kebab, même le kebab est bon chez nous, donc du kebab jusque le 2 étoilés Michelin, quoi. Donc on a vraiment un large éventail de gastronomie qui fait effectivement l'attractivité sur la région, voire même l'Eurorégion. Il y a une grosse tradition de fréquentation des Britanniques en fait à Montreuil, parce qu'on avait le grand quartier général britannique en 14-18, donc il y a cette tradition culturelle de venir sur les traces un peu de leurs ancêtres. Au-delà de ça, donc effectivement, quoi, les gros événements. Et en fait, nous, on a une problématique, c'est que d'emblée, s'est posé l'enjeu de se dire, nos restaurateurs, nos commerçants sont fermés pour cause de Covid. Demain, ils vont ouvrir, mais il n'y aura plus d'événements pour attirer les touristes. Alors, c'était la double peine pour eux. Et en fait, on s'est dit, en fait, on va passer du macro-événement aux micro-animations. C'est-à-dire qu'on va égrener même plusieurs fois par semaine, en fait, jusqu'au mois de septembre, jusqu'aux Journées du patrimoine, à minima, des petits événements avec des petites jauges, avec de la réservation pour permettre une traçabilité, en fait, en cas de cluster. Alors là, on est directement dans le sujet, hein, donc c'est parfait. Je ne vais même pas te reposer la question, bien te demander de préciser juste les choses. Sur la saison estivale, combien en tout d'habitude de visiteurs accueillis dans le cadre des grands événements, grosso modo? Moi, je connais bien et on entend beaucoup parler donc, du Son et Lumière Les Misérables, qui a vraiment une grande renommée bien plus large qu'à l'échelon régional. Du coup, sur les saisons estivales, en temps normal, combien de visiteurs pour les grands événements? Nous, en termes de passage à l'office, c'est entre 20 et 25 000 sur 3-4 mois. Et sur les événements, la brocante, on annonce des chiffres de 35 à 40 000 sur une journée, sur le 14 juillet seulement. Faut vous dire que Montreuil, c'est une ville fortifiée de 2000 habitants. C'est la plus petite sous-préfecture de France. Les soirs de spectacle Son et Lumière, on multiplie par 2 notre population, quoi, en fait. On a 2000 habitants, on a 1500 personnes dans le gradin et à peu près 500 bénévoles qui
qui jouent, qui viennent faire de la technique, de la lumière, de l'accueil, etc. Donc là, on est directement, on pose bien le contexte. Donc des flux très importants au moment des grands événements. Et donc, tu l'as bien présenté, une saison 2020 complètement bouleversée. Vous ne pouvez pas mettre en place ces grands événements. Ça a été très clair, très rapidement. Et donc, tu mets en place, tu réfléchis, on en reparlera après sur la manière, mais donc, vous avez mis en place ce que tu appelles des micro-événements. Donc, je te propose de nous présenter très directement ce que sont ces micro-événements et comment, du coup, tu as transformé les grands événements à renommée internationale. On va faire quelque chose aujourd'hui et après je suis en congé. On va juste demander à la personne qui est en congé ce soir de fermer son micro, si c'est possible. Après je serai en congé. Tiens, Amélie, éteins tout le monde et on va se rallumer Sylvie va individuellement. revenir, ouais. Mais par contre, si elle doit faire les noms, je pense qu'elle va avoir du mal. Oh. Sinon, on va vraiment tout savoir. Si vraiment j'ai pas les badges, en attendant, si vous les retrouvez. Bah ouais. Vas-y, Amélie. Parfait. Maxime, tu peux juste remettre ton micro, s'il te plaît? C'est bon. Pas de souci. Non, ça n'a pas marché. À la rigueur, toi, tu sauras. Chez Maxime? Du papier transparent. Et c'est chez toi, Maxime? Ah ouais, c'est peut-être. Attendez, je vais dire. Ouais, c'est ça, c'est chez lui. Désolé pour même pas ce bug, cet incident. Ouais, c'est le secrétariat. En fait, j'ai dû changer de bureau, donc je suis arrivé sur le secrétariat. Effectivement, un collègue est en vacances ce soir. Comme disent les pros, ce sont les aléas du direct et tu t'excuseras de ma part auprès de ta collaboratrice. Non, c'est elle qui s'excuse en fait. Il n'y a pas de souci. Je te redonne la main pour nous présenter la transformation de ces grands événements dans ce que tu appelles donc les micro-événements. Vas-y, c'est parti. Donc en fait, l'idée, c'est chaque semaine, on va proposer des événements, Alors, je vais déjà vous poser le contexte. En fait, nous, l'agence d'attractivité et l'Office de tourisme de Montreuil-sur-Mer est situé dans la Maison du tourisme et du patrimoine. Ça veut dire qu'on gère les deux compétences, la compétence tourisme et la compétence animation du patrimoine. Ce qui permet d'avoir des passerelles assez faciles entre les services. Évidemment, vous pouvez comprendre, on se voit tous les jours, on boit le café ensemble et tout. Donc, du coup, pendant le Covid, on faisait pas mal de visio, on gérait les équipes comme ça. Et en fait, très vite, on s'est dit, bon, attendez, on va rebondir, on peut pas faire nos gros événements. Au lieu d'attirer une fois 10 000 personnes, on va essayer d'attirer 10 fois 1000 personnes. En gros, hein, je vous le fais vite fait. Et en fait, l'idée, c'était on avait déjà testé l'an dernier de manière très sporadique les animations patrimoine qui marchaient très bien, tant pour les enfants que pour les adultes. Et en fait, on s'est dit, tiens, on va multiplier ce genre d'événements et on va y ajouter une petite touche spectaculaire. Donc, sur ces entrefaites-là, avec le responsable du service patrimoine, on s'est posé, on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On laisse nos visites thématiques, nos ateliers enfants, et puis on va y injecter un petit peu ce qui fait un petit peu l'essence de Montreuil. Montreuil, c'est une ville patrimoniale, gastronomique, mais c'est aussi une ville festive. Il se passe tout le temps des trucs. On a 3 troupes de théâtre amateurs. Il y a la maîtrise de la chorale diapason. Enfin, il y a pas mal de choses. Une harmonie municipale depuis 1800 et quelques. En fait, il y avait une vraie vie festive et culturelle. Et en fait, du coup, on s'est dit, tiens, au-delà de nos visites traditionnelles, on va essayer de faire un truc un peu plus sympa. Donc, on propose aussi des visites crépusculaires entre chien et loup. Donc, vous partez vers 19-20 heures. Et puis, vous suivez le guide à la tombée de la nuit. Ensuite, on a des grandes balades parce on est en zone Natura 2000. Donc, on a une dimension très nature. En fait, dès que vous sortez des remparts de Montreuil, vous vous retrouvez dans une forêt qui est baignée dans les coteaux et les prairies environnantes, avec la Canche, le fleuve qui coule au pied des remparts, au pied des glacis. Donc il y a de la faune, il y a de la flore. Enfin bon, c'est quand même assez sympa. Et puis il y a une autre dimension, c'est qu'en fait, je vous le disais tout à l'heure, le son et lumière, c'est 500 bénévoles. Le festival de théâtre Les Malins Plaisirs, c'est, je crois, 150 ou 200 bénévoles également. Et en fait, on a eu peur de se couper de ce tissu bénévole. On a un tissu associatif très dense à Montreuil. Et on s'est dit, c'est la catastrophe, quoi. L'an prochain, quand on va relancer les grands événements, si toutefois on peut, on va en perdre la moitié et on va galérer pour pouvoir mettre en place nos événements. Donc, du coup, on s'est dit, cette année, on va les animer autour de visites spectaculaires. C'est-à-dire qu'on fait, c'est un peu on avait déjà fait ça il y a quelques années, c'est des visites spectacles. Il y a un guide de l'Office de tourisme qui raconte, donc là par exemple sur Victor Hugo, il va raconter le lien entre Victor Hugo et Montreuil-sur-Mer, c'est-à-dire qu'on reste toujours dans le parallèle entre l'histoire au 19e de Montreuil et l'histoire fiction du roman, parce qu'il y a pas mal de passerelles sur le roman Les Misérables et Montreuil-sur-Mer. Et en fait, durant les pérégrinations du guide et du groupe, à certains moments vont surgir des
comédiens, alors avec de la mise en scène, de la lumière, un peu de son, des accessoires, etc. Des textes lus, c'est pas forcément des choses qui seront déclamées, parce que nos bénévoles, c'est un son et lumière, ils sont pas censés faire du théâtre, mais il y a des textes lus, il y a des postures à prendre, enfin voilà un petit peu l'esprit des spectaculaires. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire aussi là-dessus? Ouais, en fait, plus largement, on a aussi rencontré la mairie avec le nouveau maire en fait mis en place. Et en fait, on lui a dit ce qui serait peut-être pas mal, c'est aussi d'illuminer les monuments. Enfin, Montreuil, c'est une ville historique. On a des LED au son lumière qui sont pas utilisés. Autant les placer dans les monuments et mettre un petit peu de lumière, voire peut-être même du son. On verra ce qu'on peut faire. Mais vraiment, c'est de dire on veut que les gens trouvent un intérêt à venir à Montreuil-sur-Mer, quoi, de se dire, ok, on va pas voir Les Misérables. Par contre, on peut se balader, se boire un verre en terrasse, et puis après aller voir une visite spectacle, manger, et puis après aller voir une balade aux lanternes. C'était vraiment notre credo. Voilà quoi. Enfin, nous, on voulait pas couper le lien avec les bénévoles, mais continuer à attirer des gens. Et donc, avec une mise en scène de la ville et puis des acteurs de la ville, finalement, tout au long de la saison estivale, plutôt que sur un événement marquant, un moment à l'instant T, quoi. C'est ça, en fait, là, on va monter à plus de 100 rendez-vous d'ici le 31 août, parce qu'en fait, on met pas la programmation des journées de patrimoine dedans. Petite question de curiosité, tu as évoqué dans le contexte le fait que c'était aussi en réponse tout simplement aux prestataires, hébergeurs et restaurateurs, avec le manque à gagner évident de l'absence de ces grands événements pour eux. Donc, tu réponds à leurs besoins en faisant ça. Est-ce que en parallèle, eux ont été prêts à jouer le jeu finalement un peu de cette mise en scène? Est-ce qu'eux-mêmes vont être acteurs de ces actions? En fait, si vous le permettez, je vais vous raconter une petite anecdote. On a été confinés le 17 mars et dès le 18 mars, en fait, j'avais un sociopro qui m'appelait, qui avait rencontré le futur maire aujourd'hui, le maire d'aujourd'hui. Et en fait, très vite s'est posé l'enjeu de se dire on va se faire un groupe de réflexion montreuillois entre sociopro, directeur d'office, le maire était là à chaque fois. On avait Alexandre Gauthier qui est double étoilé Michelin de la Grenouillère. Et puis tous ces gens, comme on n'avait pas grand-chose d'autre à faire que de se regarder en vision, autant y réfléchir à comment se sortir de la panade plutôt que de pleurer. Et puis voilà, ce genre d'animation, ça fait partie un peu des réflexions qu'on a portées. Et il y a d'autres choses aussi. Nos restaurateurs étant fermés, ils ont organisé de la vente à emporter. Et là-dessus, on a une asso qui s'appelle la Destination Gastronomique et qui gère un petit peu toutes les fêtes de la gastronomie, l'animation entre les sociopros des métiers de bouche. Et en fait, ils ont proposé la vente à emporter et le label Pique-Nique Chic. En fait, Montreuil, il y a pas mal de spots en fait, où vous pouvez manger avec une très belle vue sur la Chartreuse à 1 kilomètre de Montreuil, sur la Canche, dans la Citadelle. Et on s'est dit, mais attends, on va faire un truc super. C'est qu'en fait, tu vas chercher ton plat de chez le restaurateur. À côté, il y a la cave, donc il y a le vin qui est proposé avec. Il te file 2 verres. Tu vas sur le rempart, tu te mets sur une table de pique-nique tranquille. Tu manges comme si pas comme si tu étais au resto, mais enfin, comme si tu faisais ton petit pique-nique, mais c'est chic parce que tu as ton bon vin, tu as ton petit plat bien dressé comme chez un restaurateur. Donc c'est vrai qu'eux ont joué beaucoup le jeu. Alors je dis pas que tout le monde a suivi, hein. Enfin, il y a toujours des têtes de pont, mais ça a fait des émules un petit peu partout dans la ville et aujourd'hui on est content de garder ce produit et on va en faire autre chose, je pense, dans les mois à venir. Donc une idée entre guillemets Covid qui sera pérennisée, qui sera amplifiée pour l'avenir. Ok. Merci beaucoup pour ce cadrage. Je regarde au niveau je me tourne vers la régie. Est-ce qu'il y a d'éventuelles questions déjà qui sont apparues au niveau du chat ou des réseaux sociaux? Kériane, Elisabeth? Pour l'instant, non. Non, pas du tout. Ok. Ça marche. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y en a une première que je vois arriver. Comme je disais tout à l'heure, n'hésitez surtout pas à poser les questions directement pendant l'intervention. On va profiter du temps là, du temps juste après la présentation de Maxime pour aborder ces questions-réponses directement après son intervention. Je te laisse la main, Elisabeth, pour la première question. Oui, donc c'est comment se passe le financement de tes opérations, Maxime? En fait, le financement, c'est du RH et l'association Destination Gastronomique qui fait tout ce qui est promo. En fait, ils ont fait des petits calicots qu'ils apposent et des stickers qu'ils apposent sur les restaurants partenaires. Et nous, en interne, on a imprimé, donc presque aussi là du jour au lendemain, on a pris un plan de Montreuil, on a mis les spots, on a mis les numéros des gens qui étaient partenaires. Et en fait, voilà, c'est une OP qui coûte vraiment pas très cher. Sur les animations, c'est en fait nous on a beaucoup de bénévolat, donc les assos qui vont être là présents le soir, on les paye pas en fait, tout simplement. On fait payer par contre les gens.
hein, on fait payer les gens à l'inscription. Parce que ça, en fait, ça implique aussi une autre problématique, c'est que on est sous-préf, donc on doit être très carré sur. Enfin, d'ailleurs aussi, vous me direz, mais nous, on est vraiment regardé de très près. Et en fait, les conditions pour pouvoir organiser les garanties qu'on a données, c'est un jaugeage, c'est-à-dire pas plus de 20-25 personnes. C'est ce qu'on nous a dit jeudi dernier, donc c'est tout frais. Et surtout une traçabilité en fait en cas de cluster, c'est-à-dire nom, prénom, adresse et téléphone des participants. En termes de distanciation, les masques, du gel hydroalcoolique. Donc ça, c'est nous qui le finançons, bien sûr. Si les gens n'ont pas de masque, on leur enfile. Et puis, rester en groupe constitué. Si c'est une famille de 4, ils restent à 4. Ils ne vont pas commencer à embrasser les gens qu'ils n'ont pas vus depuis 6 mois ou un an. Voilà. Peut-être, Max, pour compléter cette question, si on a bien compris, donc en fait, il n'y a pas eu de réfléchage budgétaire de la part de l'Office de tourisme pour financer cette opération, excepté la partie sanitaire que tu évalues à combien ? Alors nous, on a une dépense, en fait c'est en total parce que pendant le Covid, comme beaucoup de monde, quand on nous a dit vous allez pouvoir ouvrir mais avec des gestes barrières, on a fait nos provisions. Là on en a pas mal, mais ça part assez vite quand même, effectivement. Donc nous, je crois qu'on a fléché 6 ou 7 000 euros en fait sur tous nos BIT, sachant qu'il y en a des plus gros que d'autres. Et je crois que le Touquet d'ailleurs a été équipé par la ville eux-mêmes. Donc c'est sur 6 BIT, on a pour 6 ou 7 000 euros de gel et de masques et puis de plexi. Et là, tu évoques complètement une réflexion SADI, gestion des flux, qui doit se transformer du tout au tout entre un grand événement que tu gères totalement avec des choses ancrées, une organisation très très claire. Et là, pour le coup, le côté micro-événement qui fait que les flux vont être diffus, vont être moins maîtrisés par vous. Et donc, avec toutes les questions qui ont été évoquées autour des règles que ça impose, quoi. Une certaine, je vais dire, un certain courage, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais il faut oser se dire, allez hop, on perd un peu la main là-dessus, on organise des choses qui vont faire venir du monde, et on a quand même une responsabilité, comme tu le disais, en termes de gestion de ces flux. C'est pas évident à prendre comme décision non plus. Ouais, alors Fabien, au début, nous, on avait peur parce qu'en fait, la sous-préf ouvrait vachement son parapluie, disait c'est vous, organisateurs, vous prenez la responsabilité. Et là, vu les discours qui commencent à s'orienter au niveau national, ils commencent à ouvrir un petit peu plus le robinet. Donc bon, moi j'aime autant en termes de responsabilité. Cela dit, on va être très très prudent, c'est ce que je te dis. Nous, on a un dossier quand même à remplir à la sous-préf où tu montes le tracé de ta visite. Pour ce qui est des visites, tracé de la visite, je te dis un jaugeage, renseignement des coordonnées de chaque intervenant. Et puis, ce qu'on fait aussi, c'est qu'en fait, on fait 2 départs par soir, avec une demi-heure de différence, pour pas que les gens se croisent trop, en fait. C'est-à-dire que tu as ton premier groupe qui arrive à 21h. Nous, ici, on est dans un ancien hôtel particulier à la Maison du Tourisme, donc on les laisse dans la cour, donc ils ne sont pas confinés dans des locaux. On les met dans la cour pour l'accueil du guide, présentation, comment ça va se passer, etc. Et ensuite, ils partent et le deuxième groupe étant convié à 21h30, ils ont le temps de s'installer également dans la cour avant de partir sur la visite. Ok, merci pour ça. Donc, s'il y a d'autres questions qui arrivent au cours de notre après-midi, on les gardera évidemment sous le coude et on y reviendra. Un grand merci en tout cas, Maxime, pour ça. Et je vais redonner la parole du coup à Fabien R pour notre deuxième intervention. Merci Fabien H. Merci Maxime. Donc, pour poursuivre, ce que je vous propose, pour être fidèle à la tradition des TOS, donc je vais demander à Frédéric, Sébastien, Isabelle et Stéphane et Nadine d'être bien concentrés sur la question qui va être une question de rapidité cette fois-ci. Donc, je vais vous demander d'ouvrir grand vos micros et donc me répondre et nous répondre à cette question. On voit bien qu'il y a un accueil, et l'accueil est aseptisé, mais finalement, il y a beaucoup d'initiatives dans le réseau qui utilisent l'humour. Et donc, la plupart des bureaux d'information touristique qui ont réouvert sur le territoire national, effectivement, sont protégés, barricadés. On a vu énormément d'espaces conviviaux dans les offices de tourisme, finalement, qui ont dû un petit peu être remodelés avec l'apparition du plexiglas et ainsi de suite. Et en fait, il se trouve qu'en Haute-Savoie, à Combloux plus précisément, du côté du Mont-Blanc, ils ont utilisé des produits gastronomiques phares pour sensibiliser aux gestes barrières. Pouvez-vous en citer un? Le reblochon, au hasard. Et en dehors de ça. Juste, qui a pris la parole? C'est moi, Sébastien.
Sébastien et Frédéric, oui, effectivement, c'est une bonne réponse. Donc, on va également partir. Il y avait tout. Alors voilà, là c'est le petit visuel justement qui a été fait par l'Office de tourisme pour marteler cette information autour de la distanciation sociale. Et donc ils ont effectivement utilisé le reblochon. Il faut savoir que voilà, la distance sociale correspond à 7 reblochons, 13 bouteilles de Génépi ou encore 3 meules de raclette. Voilà, ce qui permet aussi d'apporter un petit peu d'humour en cette période si particulière. Et bien, très bien, écoutez, je vous propose, Frédéric et Sébastien de l'Office de tourisme donc de Senneur en Normandie de poursuivre finalement, et je vais laisser donc la parole à Fabien H pour la question de départ. C'est parfait, j'enchaîne, je vais avoir vite fini mon après-midi, moi c'est très bien comme ça. Bonjour à tous les deux, encore merci d'être là. Même question d'introduction que celle que j'ai posée à Maxime. Si vous deviez présenter sur 2 minutes votre territoire d'un point de vue accueil, très rapidement, les BIT, le flux, qu'est-ce que votre territoire, et puis en termes d'accueil, qu'est-ce que ça représente tout simplement. Très bien, bonjour à tous, on va intervenir en 2 temps, je vais répondre à cette première question. Et Sébastien interviendra plus précisément sur l'aspect technique des podcasts. Donc, le territoire Senneur, c'est situé en Normandie. Et comme son nom l'indique, c'est la confluence entre l'Eure et la Seine. C'est au sud de Rouen. C'est le haut du département de l'Eure. Voilà, donc nous avons 2 bureaux d'accueil permanents et un bureau d'accueil saisonnier. Et beaucoup d'actions en faveur de l'accueil hors les murs. Notamment autour de la grande base de loisirs de l'Héripose, sur le barrage de la Seine à Amfreville et puis sur la voie verte qui longe les berges de la Seine dans ses environs. Voilà, donc 3 bureaux d'accueil en pleine saison et beaucoup d'accueil hors les murs. En termes de flux, si on pouvait juste aborder cette question. Flux, les contacts, sur l'année, c'est environ 10-12 000 personnes. Et puis sur le constat par rapport à l'année dernière, là, on est à une perte d'environ 40% de fréquentation. D'accord, ok, à l'heure actuelle. Petit à petit, les visiteurs reviennent, mais les premiers temps après le déconfinement ont été difficiles. Il a fallu aussi pour nous trouver nos marques pour un accueil sécurisé et rassurer aussi les équipes. Ok. Merci, parfait pour le cadrage. Du coup, je pose la question tout de suite, on rentre dans le sujet. On a vu passer, on en parlait un peu avant d'accueillir tout le monde lors de ce web séminaire, on a vu passer votre projet autour des podcasts de présentation de la destination de manière un peu insolite. Donc, les podcasts, des mots qu'on entend de plus en plus, mais on s'en rendait compte tout à l'heure, relativement encore peu dans notre monde des offices de tourisme. Donc voilà, les podcasts de votre destination. Donc, alors j'essaie de ne pas me tromper, Senneur Senard, si je ne me trompe pas sur le titre. Voilà, est-ce que vous pouvez juste nous en parler et nous expliquer en quoi tout ça a été accéléré ou même est apparu pendant cette crise Covid? Très bien. Donc, en fait, le territoire Senneur est issu d'une fusion récente entre 2 grandes communautés de communes, une communauté d'agglomération et une communauté de communes. Et ça a été l'occasion de rapprocher 2 offices de tourisme et de redéfinir l'organisation de l'office. Et dans ce cadre-là, on a créé un poste de chargé de communication reporter de territoire à la fin de l'année dernière, et le recrutement de Sébastien est intervenu en début d'année. Et l'objectif de cette mission, c'est de trouver une identité un peu originale à la destination, qu'elle puisse se démarquer. Et autour de tout cela, bien, nous avons évidemment pensé aux réseaux sociaux, un nouveau site internet qui est en cours d'élaboration, et puis dans la discussion, dans les échanges que nous avions ensemble pour continuer à animer les réseaux sociaux, l'idée du podcast est apparue. J'allais dire pas non plus de façon surprenante, parce que Sébastien le dira, mais il a une expérience professionnelle dans le monde du son et pas forcément issu des offices de tourisme. Donc voilà, c'est quelque chose qui était déjà plus ou moins en germe et qui, avec le Covid, s'est imposé. Voilà, je vous laisse la parole. Et oui, moi, c'est quelque chose que j'ai en tête depuis un petit moment. J'ai travaillé sur du son, sur de l'audio pendant longtemps avant d'arriver dans le tourisme récemment. Et dans l'équipe, voilà, il y a des gens qui connaissaient cette tendance du podcast,
qui est vraiment en expansion en ce moment. Donc, c'est difficile de passer à côté aujourd'hui quand on s'intéresse à la communication. Donc, évidemment, ça intéresse et ça intéresse aussi les offices de tourisme. On en parlait tout à l'heure. Et bah, voilà, j'ai trouvé des oreilles pour essayer de mettre en place un projet comme celui-là. Et voilà, pendant cette période de confinement, on s'est demandé si c'était le bon moment, s'il y avait des choses à dire, comment les dire. On a fait des petits tests. Clairement, c'est une personne de l'agglomération qui nous a donné le concept, qui s'appelle Delphine Buclé, qui nous a parlé pourquoi pas parler du territoire et de son patrimoine de façon un peu décalée, puisque nous, notre positionnement, c'est nature et fun. Donc, ce côté fun, fallait aussi que ça apparaisse. Et puis, on avait aussi envie de partager cet état d'esprit qu'on a, qui est un petit peu dans la légèreté, de ne pas trop se prendre au sérieux. Et donc, on est parti sur des podcasts pour raconter l'histoire du territoire, de son patrimoine, de façon un petit peu légère, avec un peu d'humour. Et puis, on a commencé à partager ces podcasts sur nos réseaux sociaux. On va ensuite les mettre sur des plateformes pour pouvoir les partager comme des podcasts à part entière. Voilà. Mais on est au début du projet. On a publié deux numéros. Il y en a un troisième qui va bientôt être publié. Et on va essayer de les publier, d'être dans la récurrence, comme ça demande de l'être, je pense, dans le podcast. Alors que vous évoquez le côté un peu fun décalé, la production de contenu, du coup, elle est faite par vous? Vous faites intervenir des habitants, des prestataires, des acteurs du territoire? Comment ça se passe pour l'instant? Pas encore. C'est vrai que j'ai essayé. C'est-à-dire que quand on a mis en place ce sujet, on était vraiment en plein confinement. Et moi, c'est vrai que mon aspiration, elle va plutôt vers du son à l'extérieur. J'aime beaucoup le reportage, les prises de son d'ambiance, des choses comme ça. C'était difficile en confinement. Et c'était difficile aussi d'avoir du son de qualité en faisant des interviews via le net, via des visios. Donc, voilà, il fallait trouver une parade. Et en fait, je suis parti sur un enregistrement de voix classique, un enregistrement maison. Donc, je l'ai fait chez moi avec un appareil tout bête. Je me suis enregistré, j'ai fait mes montages. Tout est fait maison, en fait. Ok. Et donc, vous évoquez le côté pour l'instant. Est-ce que ça veut dire que ça va être transformé, un peu amplifié par la suite? Ou c'était vraiment en réponse à cette drôle de période qu'on a vécue très clairement? Non, c'était, on va dire, un début. C'est vrai que c'est un concept assez ouvert qui nous permet non seulement de pouvoir le décliner sur le long terme, parce que comme je vous disais, c'est bien que ça soit un rendez-vous. Dans l'audio, les gens, ils aiment bien avoir des rendez-vous et qu'il y ait des récurrences avec des publications fixes. Donc, on s'est donné cet objectif-là, de publier très régulièrement de nouveaux numéros du podcast. Et puis, c'est un sujet assez ouvert pour que ça nous permette d'insérer dans ces audios du son extérieur, de faire participer des gens, d'aller interviewer des personnes. Donc oui, il y aura certainement des évolutions dans le format. Et alors justement par rapport à ça, est-ce qu'on a bien compris le parcours autour du son, etc., que vous évoquez à l'instant? Ça demande de l'outillage et des compétences particulières, parce qu'on pose ces questions de manière très pragmatique, hein, on en entend assez peu parler, mais on entend beaucoup d'intérêt sur la notion de podcast. Est-ce que ça demande forcément un profil particulier, du matos, enfin voilà, de manière très logistique? Comment ça se passe? Comment on peut mettre en place ce genre d'outils? Ça peut se mettre en place de façon très simple et sans forcément d'investissement. En tout cas, je pense que c'est à la portée de tous. J'ai bien vu en arrivant dans le monde du tourisme, il y a beaucoup d'hôtels qui se sont mis à la vidéo, qui font du montage vidéo, etc., qui ont appris parfois sur le tas. C'est la même chose pour le montage audio, il n'y a pas de grande différence. Donc, je pense qu'il suffit de s'y intéresser un petit peu, d'aller voir des tutos. On peut aussi télécharger des bancs de montage très simples qui sont gratuits. On peut s'enregistrer sur son ordinateur, on peut s'enregistrer sur son téléphone. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'une grande compétence technique. Il y a besoin d'un peu d'habitude, de s'y intéresser, d'essayer de le faire. On peut aussi se faire accompagner. Il y a même des formations qui existent aujourd'hui de la presse ou autres prestataires. Mais
je pense qu'on peut le faire assez facilement, assez simplement. Après, si on veut aller plus loin, oui, on peut acheter un enregistreur, on peut acheter un micro, on peut se lancer dans l'abonnement à un banc de montage un peu plus professionnel, mais il y a des outils qui permettent de le faire très simplement et tout à fait gratuitement. En tout cas. Ok, merci pour ce cadrage. Est-ce que nos animateurs de chat ont d'éventuelles questions? Est-ce que vous-même, Frédéric et Sébastien, vous avez des choses à ajouter, à compléter? Je regarde les animateurs des chats pour l'instant. Elisabeth, Karian? Ouais, oui, il y a une question. C'était pour savoir comment vous avez prévu la diffusion des futurs podcasts, ceux qui vont arriver. Alors, c'est une très bonne question. Merci d'avoir posé. En fait, il y a un c'est-à-dire que oui, il y a l'aspect réalisation du podcast, donc complètement on s'enregistre, on fait son petit montage, on va trouver des outils pour l'enrichir avec des musiques libres de droit, des petits effets. Derrière, il faut effectivement le distribuer. Alors, pour l'instant, comme on a encore peu de numéros, on l'a distribué sur nos réseaux sociaux parce que on peut facilement partager de l'audio, même sur Facebook, on peut transformer l'audio en vidéo et donc le partager facilement. Donc, on l'a partagé sur nos réseaux sociaux. Par la suite, un podcast, ça s'héberge chez des acteurs, des hébergeurs de podcasts. Voilà. Il y en a plusieurs, Ocha, Acast, Libsyn, Podbean. Enfin, voilà, on trouve sur Internet facilement des hébergeurs de podcasts. SoundCloud, qui est un des plus célèbres. Et à partir de là, une fois qu'il est hébergé sur ces plateformes, il faut récupérer le flux RSS de ces podcasts. On le récupère très facilement. Voilà, c'est un bouton et on fait un copier-coller du flux RSS pour aller s'inscrire sur les plateformes de diffusion. Les plateformes de diffusion, c'est Spotify, Deezer, iTunes. Et donc, voilà, il suffit de déposer son flux RSS sur ces plateformes de diffusion-là. Et puis, on va apparaître au bout de quelques jours. Il y a un petit temps de latence. Et Spotify, par exemple, valide et accepte le podcast. Et donc, au bout de quelques jours, on apparaît dans l'offre de podcast de ces acteurs-là. Et puis, grâce au flux RSS, une fois qu'on dépose notre podcast sur notre hébergeur, il se met à jour automatiquement sur toutes les autres plateformes sur lesquelles on a partagé notre flux RSS. Alors, par rapport à tout ça, une question, j'espère ne pas être à côté de la plaque en vous le posant, mais est-ce qu'il y a dans un coin de votre tête un modèle économique éventuel qui peut être amené? Est-ce qu'en gros, un podcast, ça peut être au final générateur de recettes ou je me trompe complètement en disant ça? On est au début, mais dans l'industrie du podcast, oui, il y a un vrai sujet sur la monétisation qui est en cours. Après, la première source, c'est la ressource publicitaire. Il y a des acteurs, voilà, sur les plateformes d'hébergement qui proposent aussi des options pour pouvoir insérer de la publicité dans le podcast et le monétiser. Donc voilà, ça peut être une piste en tout cas pour la monétisation de ces podcasts. C'est une notoriété certaine. Pour l'instant, c'est pas notre cas, mais le modèle est celui-là, sachant que dans le podcast et dans l'audio, l'attention est forte de l'auditeur et le format publicitaire, c'est souvent la personne qui parle qui le prend en charge dans sa voix. Donc, on appelle ça une audience captive, c'est-à-dire que les gens ne lisent pas la pub. Et donc, c'est vraiment, pour les publicitaires, c'est intéressant parce qu'on sait que le message va être écouté. Et puis aussi, c'est de plus en plus d'auditeurs, le podcast en France. Donc, là aussi, les publicitaires commencent à s'y intéresser. Ok, donc il y a bien une dimension long terme, entre guillemets, à votre niveau. Ma question n'était pas de dire est-ce que vous comptez vivre de ça, évidemment, mais on sent bien qu'il peut y avoir une réflexion modèle économique en bout de chaîne, quoi, grosso modo. Ok. Kerian, est-ce que tu as d'autres questions du chat et des réseaux? Alors, je ne sais pas combien de temps il reste, mais effectivement, il y avait une question aussi par rapport au nombre de téléchargements. Enfin, c'est plus une question qu'on vous pose par rapport à actuellement, ce que vous avez déjà vécu finalement avec les podcasts. Est-ce que vous avez un retour sur le nombre de téléchargements, d'utilisation, d'utilisateurs derrière? Là, oui, puisque comme on a posté ça sur Facebook essentiellement, donc on a les analytics
de Facebook. C'est une audience voilà, qui est assez conforme à ce qu'on peut faire habituellement, un peu plus fort, parce qu'il y a peut-être l'originalité du format qui joue. Mais je pense que le vrai sujet, il se posera quand on aura effectivement distribué notre podcast sur les plateformes. Là, on a des vrais sujets analytiques qui nous permettront aussi d'évoluer, parce que ça nous permet de voir aussi ce qui intéresse moins, à quel moment les gens peuvent éventuellement décrocher et abandonner l'écoute. Donc, tous ces analytics-là peuvent nous aider aussi à progresser et à aller plus loin. Mais vraiment, le sujet de l'audience, au moment où on l'a fait, au moment du confinement, où on voulait apporter un peu de légèreté, ce n'est pas posé aussi sérieusement qu'on se la pose peut-être aujourd'hui, et on va se la poser dans le futur. Mais ça sera, je pense qu'à partir du moment où ça sera distribué sur les plateformes de podcast, que ça se jouera. Ça peut être intéressant justement pour la suite, en tout cas du SADI Inspi, d'avoir des retours d'expérience comme ça. Je pense que typiquement, ce sera le genre de données qui vont intéresser toutes les personnes qui sont présentes et les futures. Une dernière question avant qu'on passe peut-être à une autre personne. C'est est-ce que vous avez prévu des partenariats avec des radios locales là, pour la suite? On l'a évoqué, ce n'est pas encore formalisé, mais c'est vrai qu'on y a pensé. Après, voilà. Et ça, c'est aussi l'un des objectifs quand on aura une bibliothèque de podcasts un peu plus étoffée. Ce sera sans doute plus facile, là, avec 1 ou 2 numéros. C'est compliqué. Bon, on est sur le 3e, Sébastien est sur le 3e. Je dois dire aussi que ça nécessite, puisque vous l'avez bien compris, tout est fait maison, ça nécessite aussi, de la part de Sébastien, un certain nombre de jours entre l'écriture, la mise en son, la recherche de la bonne illustration sonore et de la finalisation du montage. C'est quoi, une semaine pratiquement, grosso modo étalé sur une semaine, mais voilà, ça se déroule avec d'autres missions qui s'intercalent, mais voilà, ça nécessite de s'y consacrer. Et il y a d'autres missions, d'autant qu'on est sur un site internet aujourd'hui en refonte. Donc, après, tout dépend de la complexité du format. C'est vrai que là, c'est un format qui est très travaillé, avec beaucoup d'insertions sonores et d'effets, etc. Donc, ça demande beaucoup de montage et d'attention au montage. Il peut y avoir des choses beaucoup plus simples derrière. Je reviens sur la question de la monétisation. Je parlais évidemment, globalement, nous, on n'a pas du tout évoqué la question de la monétisation sur ce projet-là. Mais voilà, si j'évoque mon discours, va aller pour les gens que ça pourrait éventuellement intéresser. Et alors, petite question complémentaire, vraiment encore une fois très technico-technique. C'est des capsules de quelle durée du coup au final? Donc on a compris très qualitatif et sur quelle durée? C'est une durée de 5 minutes en moyenne. D'accord. Et ça, c'est un modèle qu'on voit classique ou c'est ce qui était le plus adapté a priori à votre projet local? C'est ce qui était le plus adapté. Moi, je pars de ce principe et je pense que dans le monde du podcast, ça part de ce principe-là. La moyenne, c'est d'une 20aine de minutes sur des émissions très produites et voilà, qu'on peut écouter sur les grosses plateformes. Mais il y a des podcasts de 2 minutes, il y a des podcasts de 3 heures. C'est le sujet qui va dicter le format, j'ai envie de dire. Et c'est la fraîcheur qui a apporté le podcast dans l'audio, quoi. C'est que c'est plus formaté et que si on a besoin de parler longtemps, c'est un message, et si on a besoin de 2 minutes, on prend 2 minutes. Ok. C'est un point important, ça aussi, de bien définir une charte éditoriale, en gros, avant de se lancer, de façon à ce que les épisodes aient tous la même tonalité, la même personnalité. Voilà, même si les sujets changent, il y a toujours quelque chose qui crée le lien entre ces différents épisodes et qui capte l'audience. Le côté du coup collection et le côté ligne éditoriale presque, voilà, qu'on ait vraiment un cadre qui revient de manière récurrente. D'accord. Alors il y a une question qui vient d'arriver, je me permets de la poser tout de suite parce que voilà, elle va pouvoir conclure la petite intervention. Tout simplement, où est-ce qu'on peut entendre les podcasts existants pour l'instant? Voilà, très simplement.
pour l'instant, ils sont sur la page Facebook de l'Office de tourisme Senior. Donc, si vous voulez trouver Senior Tourisme, donc, vous pouvez les retrouver dessus. Pour l'instant, il y en a deux. La troisième va arriver très vite. Ça marche, ça répond parfaitement à la question. Un grand merci. On est toujours dans le timing, c'est super. Merci. Et de la même manière, s'il y a d'autres questions. Une Oui, information, vas-y. juste Oui, une allez-y. information pour les personnes qui douteraient encore de l'intérêt du son. Je n'ai pas d'action chez France Inter, bien évidemment, mais Mathieu Gallet, l'ancien patron de France Inter, est intervenu, je ne sais plus si c'était lundi ou mardi dans la matinale, et il expliquait en fait l'importance que le son et notamment les podcasts vont prendre dans la communication dans les années à venir. Et donc, c'était très intéressant et de comprendre aussi la complémentarité entre le son et l'image qu'on a aujourd'hui, qui est forcément dominé par l'image, mais le son va prendre une autre place que celle que l'on connaît aujourd'hui. Et je vous invite à écouter cette interview qui était vraiment très intéressante. Et peut-être, je me permets de compléter, on faisait un petit un petit sondage avant de lancer le web séminaire. C'est vrai que c'est très novateur a priori dans le réseau ce qu'on va dire les institutionnels du tourisme. On a assez peu d'exemples finalement, voire quasiment aucun à part le vôtre, sur vraiment des podcasts qualitatifs comme ça qui ont été lancés par des offices de tourisme. Donc il y a un vrai sujet novateur. Un grand merci pour la présentation, en tout cas. Avec plaisir. Merci. Je me permets de reprendre la suite. Et donc, je vais demander à Isabelle Thomas, Stéphane Pochard et Nadine Romieux, donc nos trois derniers intervenants, d'être bien concentrés pour passer justement au dernier toast pour vous départager et savoir chez qui on va. Et donc, c'est une question de rapidité. Quel hôtel a utilisé le cassoulet pour appuyer la notion de distanciation de manière évidemment humoristique? Ben oui, c'est nous. Ouais, la réponse a été trouvée, mais je crois que c'est Isabelle et Stéphane qui ont été rapides. Nadine, si ça ne t'embête pas, nous allons partir à Dijon pour justement avoir une présentation de la part d'Isabelle et Stéphane, et notamment, alors on va rentrer très vite dans le sujet. Isabelle, donc, puisque Stéphane, on va dire, à la casquette du technicien, et donc Isabelle, responsable accueil. Je vais te demander d'abord à Isabelle comment tu peux, en quelques mots, nous indiquer qu'est-ce qui vous a amené, dans le cadre de votre stratégie d'accueil, à l'échelle donc de la métropole de Dijon, à développer un module Internet de séjour. Bonjour, d'abord je voudrais poser un petit peu le contexte stratégique pour Dijon. Rappeler qu'on est dans une situation assez paradoxale du point de vue du tourisme. D'un côté, Dijon, c'est une ville mondialement connue pour sa moutarde et en même temps qui souffre d'un déficit d'image en tant que destination touristique. C'est une ville où l'hôtellerie se porte plutôt bien puisqu'on est sur la route des vacances, sur la route du Sud, mais encore peu une destination de séjour, même si on y travaille. Donc, j'ai envie de dire, comme tous les offices de tourisme, on veut développer l'attractivité de la destination, capter de nouveaux segments de clientèle, accroître la consommation sur place. Et pour ça, on fait quoi? Donc, bien sûr, on a développé des activités qui correspondaient à tout ça, notamment des activités insolites et gourmandes, comme des ateliers de fabrication de la véritable moutarde de Dijon. Mais on travaille également beaucoup sur la personnalisation de l'information délivrée aux visiteurs et donc tout ce qui est délivré sur place, que ce soit en accueil physique ou bien d'un point de vue digital, de manière dématérialisée. L'accueil sur place, c'est parfois le vilain petit canard qu'on oublie, qui arrive un petit peu en bout de chaîne dans les priorités après le marketing. Donc, ça ne correspond pas du tout à ma vision des choses. Pour moi, à l'accueil, on remplit la promesse qui a été faite en communication, en marketing. Donc, le marketing n'est pas un gros mot à l'accueil, ça en fait pleinement partie. Et il faut être capable, dans un service accueil, de faire du ciblage client, d'avoir des discours de séduction, des argumentaires de vente, d'avoir une richesse de propositions, de s'adapter aux personnes qui sont en face et donc de faire du marketing. Ça, c'est vraiment très important pour moi. Et en plus, bien sûr, ça va aussi dans le sens du changement de statut de l'Office de tourisme, puisque assez récemment, on est passé d'un statut associatif à un EPIC, ce qui nous oblige aussi
à avoir un discours beaucoup plus commercial. Donc, inutile de préciser que ça veut dire au niveau des équipes mener une sorte de révolution culturelle et un changement de mentalité sur la manière dont on accueille le client, sur la manière dont on va lui délivrer de l'information et dont on va échanger avec lui. Donc, comment on fait concrètement pour insuffler cette dynamique marketing et commerciale à l'accueil? Beaucoup de transversalité, de communication interne, il ne faut pas le négliger. L'accueil doit comprendre qu'il est le point d'aboutissement de l'action des autres services, mais qu'il peut être aussi le point de départ d'autres actions. Donc, on essaie de créer une boucle vertueuse entre les pôles accueil et communication qu'on voit représentés aujourd'hui même, puisque Stéphane appartient au pôle communication. On développe beaucoup des argumentaires clients aussi à l'accueil. Et puis, il y a le fameux module Internet de séjour, donc, dont nous avons l'ambition qu'il devienne le compagnon de voyage du visiteur à Dijon, donc directement sur le smartphone. Voilà. Alors, quelles sont les caractéristiques importantes de ce module à Dijon ? Si vous allez de préférence avec votre smartphone sur notre site internet www.destinationdijon.com, vous verrez un petit bouton qui dit « Je suis sur place ». Et donc là, si vous cliquez, nous n'en sommes qu'au tout début, je précise quand même, ça va vous géolocaliser et identifier les prestataires les plus proches. Ça va vous permettre d'avoir un itinéraire qui va vous guider vers les lieux qui vous intéressent. On voudrait également développer une certaine, des conseils en temps réel, c'est-à-dire prendre en compte les horaires d'ouverture et de fermeture des sites, et puis avoir des remontées à la fois en fonction des suggestions qu'on peut faire sur les moments de la journée. Par exemple, si on est vers 18h, tiens, c'est l'heure de l'apéro, on va vous faire remonter les idées des bars, ou bien dimanche matin, plus vous orienter vers les brunchs. Et puis, voilà, en fonction de vos envies, donc on va définir des listes d'envies. Vous avez déjà une idée du prototype si vous allez donc sur notre site internet et que vous essayez de cliquer. Mais pour l'instant, c'est assez basique. Je précise qu'on est en train encore de développer, de paramétrer, d'affiner tout ça pour avoir quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Alors, ça suppose derrière un très, très gros travail de qualification de la base de données, notamment sur la géolocalisation de chaque site, les horaires d'ouverture, et puis les thèmes affinitaires, tout ce qui va être lié à des envies, donc beaucoup de critères à définir. C'est chronophage et c'est là, en fait, que le coronavirus nous a, entre guillemets, aidés. C'est-à-dire que ça a libéré du temps pour se consacrer à ce projet et ça a notamment libéré du temps pour l'accueil, dont le métier habituel est d'être en face du client et non pas en back-office, en tout cas pas dans notre équipe. Donc du coup, l'accueil a pu être très directement impliqué dans l'élaboration de listes, la collecte d'informations et également la saisie, puisque les informations sont saisies dans notre base de données régionale, Decibel Data, et l'implication d'équipes d'accueil à ce niveau-là était déjà mise en place depuis 1 an sur la saisie. Et donc là, on franchit une nouvelle étape dans le travail en collaboration entre la com et l'accueil, donc avec le module Internet de séjour. Alors, ça a l'air de rien, mais avoir une équipe solide, c'est aussi important qu'avoir une bonne solution technique. Si on n'a pas des gens qui sont disponibles pour faire le travail de saisie sérieusement, ça peut être assez compliqué. Il faut avoir une saisie qui est cohérente d'une fiche à l'autre. Et c'est aussi peut-être un des points clés du travail que nous menons, c'est qu'en fait, toute la saisie est interne à l'Office de tourisme. Donc, nous gardons le contrôle sur cette partie-là et ça nous permet aussi d'être très réactifs. Si nous n'en sommes qu'au début, là encore, mais si jamais on se rend compte que quelque chose n'allait pas comme nous voulons, finalement, on peut l'adapter très vite, on peut corriger très vite les dysfonctionnements éventuels puisque c'est géré complètement en interne. Voilà.
Stéphane, un petit mot justement avant qu'on donne la parole au chat, un petit mot par rapport à justement, tu es chargé des systèmes d'information, justement comment tu as vécu avec les autres collègues aussi certainement du service communication, comment tu as vécu ou surtout comment tu vis le travail qui va de pair avec l'équipe accueil. Et ça se passe très bien. En fait, on a commencé donc, comme disait Isabelle, il y a 1 an. Sur la mise en place de la saisie dans la base de données régionale, les Ciberdata. Parce qu'avant, on avait notre propre système d'information qu'on avait développé en interne et qu'on utilisait, mais le truc, c'était vraiment que pour l'Office de tourisme de Dijon. Alors que là, maintenant, on est sur une base de données qui est vraiment régionale et qui est mutualisée. Et pour le coup, ça demande une réorganisation par rapport à la saisie, par rapport au démarchage avec les prestataires, parce que à l'origine, il y avait plusieurs bases de données au niveau du département. Il y avait celle justement du département, le Côte d'Or Tourisme. On avait notre propre base de données, donc l'Office. Il y avait une base de données qui était régionale. Donc, c'était un petit peu compliqué d'avoir de l'information centralisée. Alors que maintenant, avec cette nouvelle base de données et l'organisation qu'on a mis en place au niveau de la région, on a une cohérence au niveau de la saisie d'informations et de la collecte des informations et de l'animation justement de cette base de données. Donc là, par rapport à l'équipe d'accueil, on a tout de suite mis en place différents bordereaux. Donc il y a des personnes en charge de la saisie des événements, il y en a d'autres personnes qui sont plus sur la partie patrimoine culturel, naturel, d'autres personnes qui vont saisir les activités. Donc c'est vraiment une organisation en interne qu'on a déployée parce que c'est pas possible de charger d'une mission pour une personne qu'elle fasse que ça à longueur de journée. Donc c'est plus facile de dispatcher un peu et d'ajouter des tâches en fait à des personnes plutôt que voilà de mettre le poids, la charge de ce travail-là sur une seule personne. Mais ça s'est fait naturellement avec les agents, les conseillers en séjour et des personnes aussi du service communication, du service commercialisation pour toutes nos prestations. Et donc là, on est en train justement encore de peaufiner et puis d'aller vraiment dans le détail pour le module Internet de séjour, aller dans la saisie des horaires très précisément pour chaque prestataire. Donc, mais c'est un travail qui est super intéressant et qui est très captivant. Donc pour bien vraiment comprendre de l'intérieur, vraiment sur le travail de saisie, finalement, tout le monde est un peu embarqué sur ce travail chronophage, comme vous l'avez rappelé, et comme vous avez précisé tout à l'heure. Je ne dirais pas forcément tout le monde, mais au total, il y a quand même 4-5 personnes qui sont derrière. 6, ouais. Donc, et on peut envisager d'en ajouter quelques autres par la suite quand on aura encore plus de matière. Sur des besoins très ponctuels. D'accord, merci. Je me dirige vers les équipes qui gèrent le chat. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette notion d'Internet de séjour? Alors, dans le chat sur Zoom, pas forcément, mais je vais vous en poser une. Ce serait pour savoir, au niveau des habitudes des visiteurs, là, aujourd'hui, il y a une réalité qui est celle d'aujourd'hui, mais est-ce que vous allez prendre en compte les habitudes des futurs visiteurs, finalement, et que vous allez faire évoluer les portes d'entrée de votre site Internet? Est-ce que ça va permettre de faire évoluer l'outil, finalement, cette observation? Moi, j'ai envie de dire oui, parce que de toute façon, notre site internet est fait de façon à être très malléable. Donc, du coup, les ports d'entrée, les menus, tout ça, on a la main dessus. Et en fonction des ressentis, en fonction de nos besoins, en fonction aussi des besoins de l'accueil, on peut pousser de l'information vraiment de la manière dont on veut. Donc, et en plus, l'équipe d'accueil va parallèlement être beaucoup plus engagée dans la production de statistiques plus fines, puisqu'en parallèle, il y a également des saisies de beaucoup plus d'informations. Il y a tout le module accueil de notre logiciel, ce qui est Twinsoft, où on va rentrer beaucoup plus d'informations qu'on ne collectait pas auparavant. Et donc qui vont faire remonter aussi les envies des visiteurs
qu'on n'avait pas forcément à l'heure actuelle. Donc quand je disais on a une sorte de cercle vertueux entre l'accueil et la communication, et l'accueil peut être aussi le point de départ de quelque chose, ça va permettre aussi de faire comprendre à l'accueil qu'ils peuvent faire remonter de l'information qui va ensuite donner du grain à moudre à la com et pas simplement être en bout de chaîne. Ok, merci. Il y avait une autre question aussi, c'était pour savoir si vous aviez un prestataire quand même derrière qui vous aide pour mettre en place ce module Internet de séjour, ou est-ce que tout est fait en interne? Non, c'est un prestataire donc, qui s'appelle Iris Interactive, qui est, il y a plusieurs points. C'est le Puy-en-Velay, et sinon, ils ont une agence aussi à Nantes. Donc on a des très bons contacts, et c'est eux qui nous ont proposé plus ou moins le module Internet de séjour. Et c'est là qu'on s'est dit, ouais, c'est vraiment vers quoi on voudrait aller. Et c'est pour ça qu'on l'a développé et qu'on l'a mis en place justement cette année. Ok. Et au niveau du budget, un petit peu, enfin, des moyens financiers que vous avez mis peut-être derrière, est-ce qu'il y a eu un surcoût? Comment ça se passe? Vous avez dû payer des choses supplémentaires, en tout cas à Iris Interactive, si ce n'était pas votre fournisseur de base ou... En fait, Iris Interactive, on a développé le site internet avec eux l'année dernière, et on avait déjà pour ambition d'avoir ce module parce qu'ils nous l'avaient proposé, mais on n'était pas prêt, ni au niveau de la base de données, ni parce qu'on avait un boulot monumental au niveau du site internet, parce qu'on a tout remis à plat, on a tout refait. Donc, on ne pouvait pas l'intégrer directement l'année dernière. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a payé un supplément cette année justement pour avoir ce module d'Iris Interactive sur l'Internet de séjour. D'accord, mais ça n'a pas généré ça a généré des frais supplémentaires, en tout cas cette année, le fait de rajouter ce module-là? Oui, mais après, ce n'est pas non plus excessif, quoi. Okay. Ça va dans la continuité de ce qu'on voulait faire avec le site internet. Et peut-être une dernière question avant de passer au dernier témoignage sur l'objectif que vous fixez. Alors même si c'est délicat en cette période, mais est-ce qu'il y a un objectif un peu quanti sur lequel vous vous fixez sur l'utilisation de ce module? Pas vraiment fixé. Déjà, on a un objectif au niveau de la fréquentation touristique. Si on arrivait à revenir presque au niveau de l'année dernière, on serait déjà tellement content. C'est pas encore tout à fait le cas, on va dire ça comme ça. Non, on ne s'est pas vraiment fixé d'objectif avec le module d'accueil. C'est vraiment plus pour rendre service justement aux visiteurs, aux touristes qui sont sur place, pour qu'ils aient plus de facilité au niveau de déplacement, de la mobilité, et surtout pour trouver aussi les prestataires qui correspondent à leur envie ou aux besoins du moment. Mais après, on n'a pas réfléchi sur tiens, ça doit nous apporter tant de visiteurs, ça va engendrer. On s'est vraiment pas fixé d'objectif, quoi. Micro, Fabien. Micro. Excusez-moi, je l'avais éteint. Donc oui, juste un point peut-être à retenir et qui vraiment pour moi est quelque chose d'assez significatif dans une telle démarche. C'est vrai qu'avec vos 8 clés d'entrée, fonction des envies, où dormir ce soir, à table, boire un verre en terrasse, découvrir Dijon, les incontournables, en famille, chouette, il pleut, se détendre. C'est vrai qu'avec une logique de faire travailler toute l'équipe sur ces clés d'entrée marketing, disons ça comme ça, ça permet vraiment d'embarquer et puis surtout de se laisser la possibilité de pouvoir intégrer cette gymnastique de travail entre quels sont les comportements et les attentes prioritaires de nos clientèles, et derrière de pousser de l'offre qui est significative et surtout qui est vérifiée en fait. Et je pense que c'est un petit peu ça qui retient tout particulièrement l'attention et l'attention des offices de tourisme sur un moment donné, cette juste articulation entre les équipes d'accueil et puis toute l'équipe en interne. Donc après, c'est
c'est quelque chose. Après, en termes de points de vigilance, qu'est-ce que vous, même si vous êtes sur un démarrage, on va dire, qu'est-ce que vous pourriez nous partager par rapport à d'autres éventuels points de vigilance pour réussir un peu ce pari? Il y a différentes choses. On pourrait quand même citer la souplesse. C'est quand même quelque chose d'important de pouvoir reparamétrer soi-même le système. Fabien, tu évoquais les listes qui sont en train d'apparaître là à l'heure actuelle. En fait, ce sont des listes extrêmement basiques qui correspondent déjà aux recherches qu'on a sur notre site internet. Donc en fait, ça va évoluer et on va aller vers des choses beaucoup plus fines, plutôt s'amuser avec ses enfants, sortir en amoureux, envie d'un apéro, envie de se baigner, oh bah tiens il pleut. Voilà, donc ça c'est des choses qu'on va faire évoluer, mais ça demande beaucoup de travail. Mais donc être capable de faire évoluer les choses, c'est aussi un facteur de succès. On va aussi se rendre compte que certaines choses marchent, que certaines choses intéressent les gens et que d'autres, non. Voilà, donc ça va aussi être très instructif. Donc ça, je pense que c'est quand même un des points de vigilance. Un autre aspect quand même, c'est, comme je disais, la saisie des données. Ça concerne également la saisie des données de nos partenaires. Ça veut dire que, en fait, nous saisissons pour le compte de nos partenaires. Ça, c'est pas rien. C'est ce qui garantit la cohérence. Les restaurateurs, les hôteliers, nous les avons régulièrement au téléphone. Ils nous disent quand même qu'ils n'ont pas envie de s'embarrasser avec de la paperasse et tout ce qu'on peut faire pour eux, ils le prennent de gaieté de cœur. Et si on ne le faisait pas, ce ne serait pas qualifié comme nous le souhaiterions. Donc ça, je pense que c'est quand même un gros point de vigilance. Voilà. Et puis après, être capable d'automatiser au maximum les choses. Mais ça dépend de la qualification de la base de données. Donc ça aussi. Et puis, il y a encore des choses sur lesquelles nous sommes en train de réfléchir en réalité. Merci Isabelle, merci Stéphane pour ce retour. Écoutez, je vous propose de partir maintenant et de terminer ce SADI Inspi en Occitanie, donc chez Nadine, que je remercie pour sa présence à nos côtés. Alors Nadine, est-ce que c'est bon, le micro est ouvert? Oui, ça y est. Il n'y a plus de TOS à te proposer, évidemment. Non, c'est bien. Très bien. Je suis un peu à l'ouest aujourd'hui. Pour présenter le territoire, c'est ça? Voilà. Un premier vite fait. En deux petites minutes, mais un petit pitch de ta part sur les grandes lignes de ta stratégie d'accueil avant de rentrer dans le vif du sujet sur le chat en ligne et les rendez-vous en visio. Ok. Donc, nous sommes un OT intercommunal depuis le 1er janvier 2016 avec 5 bureaux d'information touristique implantés dans 2 stations thermales, la ville de Prades, Villefranche-de-Conflans et Vinça. On accueille à peu près 80 000 personnes qui sont renseignées au guichet de l'office, on ne compte pas les non renseignés. C'est un territoire qui se situe à 30 minutes de la mer, de toutes les stations, sur la route de l'Andorre, entre le ski et la mer, un territoire rural de montagne. On a la chance d'avoir beaucoup de pépites. On a du patrimoine UNESCO, Villefranche-de-Conflans, des plus beaux villages de France, grands sites de France, des réserves naturelles, le fameux train jaune aussi, qui est une de nos pépites. Dans notre stratégie d'accueil, on a 3 bureaux qui sont ouverts à l'année, 2 saisonniers, un calé sur une station thermale pendant 8 mois, enfin pas cette année, mais bon, normalement, et un que l'on ouvre maintenant que juillet-août, puisque c'est une clientèle beaucoup plus locale. Une clientèle 80% de Français, 20% d'étrangers en moyenne, à peu près sur l'année. C'est les statistiques du département de toutes les façons, que l'on informe donc via tous nos prestataires, puisqu'on essaie d'avoir une info qui irradie tout le territoire et même les partenaires jusque sur la côte, et les gros porteurs, tous les gros hébergements qui sont sur la côte. Ensuite, via les bureaux d'information et en numérique, via un site internet, des réseaux sociaux très actifs. On a une community manager, une ANT. Donc, on est classé catégorie 1 et on est 12 permanents et à peu près 4 TP en saisonnier. Une équipe de 12 à 21 personnes à peu près, ça donne. D'accord, merci Nadine. Donc, c'est vrai que lors du premier épisode SADI Inspi il y a 3 semaines, on a eu vent de pas mal de solutions de chat en ligne qui ont été mises en place
de par le contexte. Et puis, il y a eu une accélération finalement de ces possibilités de rentrer en communication avec l'Office de tourisme. Mais c'est vrai que 3 semaines en arrière, il n'y avait pas forcément encore une analyse des usages, puisque c'était encore un peu prématuré. Vous, à l'Office de tourisme, donc ça fait maintenant plus d'1 mois, quasiment que vous proposez ce service de chat en ligne. Alors, j'ai envie de te demander tout simplement quels sont les éléments très factuels majeurs que tu souhaites nous partager aujourd'hui par rapport à ce chat. Alors, on est parti là-dessus parce qu'on voulait vraiment optimiser l'accès à l'information, parce qu'on s'est dit que tout le monde n'allait pas rentrer dans les offices. En plus, on n'ouvre pas forcément les portes entières de tous les offices. L'accès est assez restreint. Donc, on s'est lancé là-dedans, mais c'est un chat réellement humain géré par l'équipe. Ce n'est pas un chatbot, c'est vraiment les conseillers en séjour qui l'animent avec l'aide d'un permanent, un back-office. Donc, la priorité, c'était déjà le choix de l'outil. Donc, on s'est renseigné sur divers outils. On a essayé Zendesk, Messenger. Zendesk, on n'avait pas l'information, on n'avait pas l'accès à toutes les informations techniques en temps réel. Le support devait être dépassé pendant la période post-Covid. Donc, du coup, on s'est orienté suite à un webinaire animé par Raccourci, qui est notre agence web, sur l'outil qui est utilisé par L'Île de Ré. C'est l'outil de chat CRISP. C'est une société qui est basée à Nantes, donc un outil français, qui a été très réactif et on l'a adopté de suite. Donc déjà, il y a le choix de l'outil, pour être certain. Ensuite, on s'est assuré de l'intégration facile dans le site Internet. De l'administration par l'équipe. Donc, c'est un outil, on a pris un abonnement à 25 € par mois avec 4 comptes en simultané. Donc, on peut avoir 4 conseillers, 4 personnes qui peuvent répondre à l'instant T aux questions qui sont posées. On a fait des petits avatars avec, on peut changer chaque saisonnier ou chaque personne, on peut changer le nom de tous les jours, on peut changer le nom de la personne qui répond et on a fait des petits emojis. Voilà. Le plus compliqué pour nous, alors on a lancé ça au départ, on s'est dit on y va évidemment, c'est la gestion aussi de l'équipe. La formation, c'est simple, on a fait quelque chose de très simple, on l'active que pendant les heures d'ouverture de l'office de tourisme, donc du matin au soir et 7 sur 7, puisqu'on est ouvert le dimanche aussi. Tout le monde, on a un planning et les personnes sont désignées à l'accueil et en back-office pour assurer le chat, de façon à ce qu'il n'y ait pas de bug et qu'on puisse vraiment répondre à l'instant T. Ce qui n'était pas évident au départ, parce qu'on ne l'avait pas intégré dans les plannings de la même façon. Donc, l'intégration dans les plannings est importante. On a fait une procédure, évidemment, avec une formation à tout le personnel de l'office. Et puis, on reste sur le côté humain et un ton qui ne soit pas du tout formel. Voilà, on est là pour vraiment engager la conversation comme si la personne se présentait à l'office ou comme si elle téléphonait, en fait. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est qu'au début, alors c'est une petite enveloppe qui s'est formalisée par une petite enveloppe sur le site de l'OT quand on arrive. Et on ne l'avait pas du tout poussé. Et c'est suite, donc, la semaine dernière, au point qu'on a fait ensemble, qu'on s'est dit que ce n'était pas très bon, puisqu'on ne poussait vraiment pas les personnes à aller sur ce chat. Donc, on a mis des déclencheurs. On l'a intégré à des endroits beaucoup plus stratégiques aussi. C'est-à-dire, quand on va, on a beaucoup de randonnées chez nous. Quand on va sur les pages rando, on leur propose, est-ce que vous voulez un conseil avec un de nos conseillers? Sur certaines pages, on va déclencher, on a des déclencheurs, ce qui fait que ça active vraiment les demandes. Jusqu'à présent, enfin, jusqu'à la semaine dernière, jusqu'à ce qu'on fasse le point ensemble, Fabien, il y avait 2 demandes par jour à peu près. Et depuis qu'on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on le booste, on est en une semaine, il y a eu 136, hier soir, il y avait 136 demandes. Donc, c'est une vingtaine par jour à peu près qu'on gère. C'est des demandes de personnes qui préparent leurs vacances ou de personnes qui sont pas sur place, des personnes qui sont sur place qui ne se déplacent pas à l'office du tourisme, des locaux aussi, des vacanciers français, on a des Catalans, on a 25% d'étrangers sur les demandes aussi, français, catalans, on a allemands et anglais aussi qui ont posé des questions. Là, peu sur les 130, il n'y en avait que 2 allemands, 2 anglais, après du catalan.
qui peut être dit, c'est que c'est vraiment un service plus. On répond à l'instant T. Les personnes sont vraiment ravies, nous remercient de notre gentillesse et de notre réactivité en permanence. Chaque fois, il y a écrit merci. Elles posent des questions très précises, elles ont une réponse précise. Soit on les oriente sur la page du site où elles vont avoir l'info, on leur résume l'info et on les oriente sur la page, soit on leur envoie une information supplémentaire. Elles ont la possibilité de contacter la personne par mail, par téléphone ou par Messenger aussi, selon quoi, et de prendre, si besoin, un rendez-vous. On leur conseille, notamment pour leur rando, un rendez-vous visio aussi. Je reviens juste sur cette question de nature des demandes de ceux qui l'utilisent. Est-ce que tu parlais de choses très précises? Finalement, est-ce que vous avez enclenché un travail un peu de segmentation pour essayer d'affiner aussi le conseil qui est poussé? Alors normalement, déjà, tout le monde a un conseil. On est un grand territoire, 45 communes, avec énormément de choses à voir à faire. Donc, on a des fiches vraiment très précises sur toutes les questions pièges, en fait, qu'on peut avoir. Par exemple, je veux aller au Madre, est-ce que j'ai le parking, à quel endroit il se situe, est-ce qu'il est gratuit payant, est-ce que je peux garer un camping-car, tout ce genre de choses. On a généralement toutes les informations. On fait pour les saisonniers des formations aussi avec toutes ces données. On essaie d'être assez pointu dans l'information sur le territoire. Et là, par exemple, si je te lis une question, je souhaite faire de la randonnée dimanche au Canigou, à quel endroit devons-nous laisser la voiture? Tu leur dis, voilà, tu as le parking ici. OK. Combien d'heures il me faut pour arriver ensuite à la cheminée? L'autre veut savoir s'il doit vraiment réserver quand il vient avec un groupe pour la tour des parfums. Une mamie qui préparait ses vacances avec son petit-fils. Elle avait prévu 3 jours de vacances, il lui manquait un jour à caser. Elle voulait faire une petite rando, mais une balade familiale, parce que son mari n'aime pas marcher. Voilà. Donc, on l'oriente sur une randonnée ombragée ou facile avec des enfants et pour une personne qui ne veut pas marcher. C'est des questions vraiment précises qu'on a aussi au comptoir. Là, c'est des personnes qui préparent en fait, soit le matin. On a beaucoup de personnes le matin de bonne heure qui se disent « Tiens, je vais aller là-bas. Est-ce que le train jaune circule aujourd'hui ?» Ah, oui. Est-ce qu'il y a un départ à telle heure? Ça leur évite d'aller chercher l'info. Plutôt que de nous appeler, elles l'ont de suite. Au final, c'est un service qui est vraiment intéressant, je trouve, moi, de donner. Et j'en profite pour rebondir sur cette notion de comment le faire connaître aussi. Et justement, sur ces rendez-vous visio aussi, autre outil qui a fleuri un peu aux 4 coins de la France. Quelle analyse tu peux en faire aussi et comment justement réussir à le faire connaître des clientèles qui seront notamment présentes? Alors, le rendez-vous visio, alors tout ce qui est, tous ces nouveaux, ça bug, non? Ça va, de notre côté, on t'entend. Ouais. Ah. Tout ce qui est ces nouveaux services, on les fait connaître sur le site de l'Office du tourisme. Quand tu arrives, il y a une pop-up qui s'affiche où on met en avant les prestataires qui ont mis en place les mesures sanitaires et tous ces nouveaux services. On fait passer l'info via tout ce qui est prestataire du territoire. On a fait un dépliant spécial, affiche, où on les informe que pour leurs clients, on a mis en place ces nouveaux services. On utilise pas mal la presse locale aussi en relais. Là, on fait pas mal d'interviews et on leur explique tout ce qu'on a mis en place pour justement booster les services. Ensuite, au niveau des rendez-vous visio, là, c'est un petit peu plus particulier parce qu'en fait, on a eu 2 rendez-vous visio pour l'instant. C'est des rendez-vous qui sont avec un conseiller expert de l'Office de tourisme et ce n'est pas encore dans la nature des personnes de prendre rendez-vous. Par contre, sur la thématique de la rando, là, nous, on a vraiment une carte à jouer puisqu'il y a tellement de rando sur le territoire, tellement de possibilités que c'est du conseil vraiment très précis. Et les personnes, avant de partir, là, quand elles vont sur notre page rando, on leur dit, si vous voulez vraiment un conseil plus, soit vous posez une question, soit vous prenez rendez-vous avec un expert pour vous donner plus de conseils. Alors, on en a eu 2 jusqu'à présent qui apprécient vraiment d'avoir cette info puisque c'est du conseil, voilà, d'experts, sans se déplacer, et qui est difficile
pas à trouver puisqu'il y a toute l'info, mais voilà, nous, on va plus maîtriser facilement. Eux, ils vont mettre 1 heure à chercher et nous, en 5 minutes, on va leur mâcher le travail, en fait. Parfait, Nadine, merci. Est-ce qu'on a peut-être le temps, avant 16 heures, de prendre 1 ou 2 questions du chat? Donc, c'est Elisabeth, je crois. Oui, on a plusieurs questions. La première, mais je pense que vous en aviez parlé légèrement. Le conseiller en séjour, il est complètement affecté à cette mission ou il physique et téléphone? Ah, on a figé Nadine, j'ai l'impression. Il y a le quelques minutes près, c'était parfait. Nadine, peut-être enlever ta caméra. Alors, le conseiller en séjour est soit au téléphone, soit... Est-ce que Nadine, tu peux retirer ta caméra peut-être? Ça va peut-être te faire gagner un peu de débit. Ça, c'est un coup du Premier ministre. En tout cas, juste pour... ouais, c'est ça. Il y a trop de journalistes en fait chez Nadine. Juste pour peut-être rebondir sur cette question, puisque j'avais déjà eu un échange avec Nadine. En gros, il y a plusieurs personnes de l'équipe de l'Office qui répondent, sachant qu'en plus, ils ont tous un emoji différent, puisque c'est choisi par les conseillers en séjour qui assurent ce traitement. Donc, ça fait partie du job, en fait. Ça fait partie de leur quotidien. Et après, le module en lui-même est accessible aux heures d'ouverture de l'Office de tourisme. Voilà. Donc, le module ne s'ouvre pas si l'Office de tourisme est fermé. Et du coup, Fabien, est-ce que tu as une idée du temps qui est passé en moyenne sur le chat? Alors là, je pense qu'en fait, ce qu'on va vous proposer pour éviter de dire des bêtises, c'est qu'on prendra peut-être les quelques questions et puis on les enverra directement à Nadine pour avoir une réponse qualitative. Je me prononcerai peut-être pas trop dans le détail justement de ces questions qui sont précises, à moins que Nadine nous revienne avant. Oui, c'est ça, ouais. La technique. Les aléas du direct, cher Fabien H. Peut-être, Nadine, si jamais tu es encore avec nous, est-ce que tu pourrais répondre par le chat juste à cette question du délai moyen de temps passé sur le chat? On a beaucoup de mal à t'entendre. Je pense qu'il va falloir passer juste par le chat. Amélie, je te propose de recouper les micros une dernière fois parce qu'on ne va pas réussir. De toute façon, on arrive au bout des 90 minutes. On ne va pas réussir à finir sur cette réponse, je pense. Encore une fois, Nadine, si tu nous entends, n'hésite pas à répondre directement sur le chat à cette question très précise, le temps moyen passé par les conseillers en séjour lors d'un échange de chat. Notamment parce qu'au regard des 136, enfin le nombre un peu qui a explosé d'une semaine à l'autre, comment tout ça est géré. Alors, si jamais on n'a pas la réponse, comme le disait Fabien, ça sera également l'occasion d'ajouter cette notion qu'on voulait vous partager. On a eu 2 éditions du SADI Inspi, du coup, alors avec à chaque fois des projets très concrets qui ont émergé ou qui ont été accélérés pendant la période Covid. Et du coup, à chaque fois, le constat a été fait par tous nos témoins d'un relatif manque de recul, qui est tout à fait naturel, des choses qui se sont à peine lancées. Donc, ce qu'on voudrait vous proposer pour un petit peu, entre guillemets, la suite du SADI Inspi, c'est de laisser passer cette saison estivale qui va arriver, là, ou qui est déjà là, et de revenir vers vous par la suite, alors courant septembre probablement, une fois que la saison sera vraiment derrière nous, de manière à pouvoir revenir vers vous avec du contenu en termes de bilan. Voilà, qu'est-ce qu'ont donné ces projets? Est-ce qu'ils ont évolué depuis? Quel bilan quantitatif, qualitatif on peut en tirer? Et on vous proposera tout ça plutôt sous la forme de petits articles, interviews, donc un peu de contenu rédigé ou autre format, voilà, qui nous permettra d'avoir une petite prise de recul sur tous ces projets qu'on a vus émerger et dont on a parlé pendant nos deux SADI Inspi. Voilà un peu ce qu'on vous propose pour la suite. Donc là, j'ai envie de dire presque laissons la saison faire son œuvre, cette drôle de saison.
Et on vous en reparle du coup à la rentrée, sous un autre format probablement, et avec cette prise de recul nécessaire qu'on pourra vous proposer à ce moment-là. Voilà juste ce que j'avais à dire pour conclure, entre guillemets. Fabien, je te laisse à ta façon remercier tout le monde. Tu le fais tellement bien. Merci à toi d'ailleurs, Fabien H. Ravi d'avoir partagé cette co-animation. Merci à nos 6 témoins de la journée, Frédéric, Sébastien, Maxime, Isabelle, Stéphane et Nadine. Un grand merci à vous. Et puis voilà, comme l'a précisé Fabien H., l'idée étant de transformer ça aussi en ressources avec de l'interview, fonction aussi de l'analyse des offices de tourisme sur ce qu'ils nous ont présenté. Voilà, et essayer d'en faire une boîte à outils, tout simplement nourrie des expériences du réseau. Si je peux me permettre, Fabien, excuse-moi de te couper la parole. Appel au peuple, aux offices de tourisme de nos régions respectives. Si vous avez des bonnes idées, des bonnes expériences à nous remonter, surtout n'hésitez pas à nous en faire part. Contactez-nous, on est tous joignables dans nos réseaux respectifs. Même pour les offices de tourisme des autres régions concernées, qu'ils soient hors Hauts-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine et Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, vous avez nos contacts assez facilement, d'ailleurs, qui sont sur la slide que Fabien vient de remettre. Donc, si vous souhaitez être également mis en avant, nous proposer des sujets que vous souhaiteriez voir abordés, surtout n'hésitez pas. On est toujours preneurs et on aime mettre en valeur les bonnes initiatives dans le réseau. Merci à tous. À bientôt. Bel été. Et puis, on se revoit bientôt, dans tous les cas. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Au revoir tout le monde. Au revoir à tous.